Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Cécile Alduy, qui est professeure à l'université de Stanford aux États-Unis. Elle est aussi chercheure associée au CEVIPOF à Sciences Po à Paris et l'auteur de Ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot. C'est aux éditions du Seuil. Merci à vous d'être là. Merci à vous de m'inviter. Alors vous avez commis, j'allais dire, un autre livre un petit peu dans la même veine, Marine Le Pen prise au mot, décryptage du discours frontiste. Alors pour ces ouvrages, vous appliquez une méthode assez particulière, enfin une méthode quasi scientifique, et vous analysez des montagnes de discours politiques pour arriver à des résultats. Expliquez-nous d'abord la méthode que vous employez. La méthode, c'est d'essayer de prendre du recul et éviter de simplement repérer les petites phrases qui sont répercutées dans les médias, et au contraire prendre des grands corpus, donc des millions et des millions de mots, qui représentent la production de tel ou tel candidat. Et avec cette base de données que je compile, d'utiliser des logiciels informatiques qui permettent de repérer, par exemple, les fréquences, donc quels sont les mots les plus utilisés, mais aussi les associations de mots, donc les mots qui sont toujours utilisés ensemble. Un exemple, Marine Le Pen, c'est immigration massive. Le mot immigration n'arrive jamais sans l'adjectif massif dans sa bouche. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce serait la République, c'est toujours la 6e République, ou la République souveraine, etc. Donc ça permet de repérer en fait les structures profondes du discours. Pas ce qui fait le buzz, les petites polémiques, mais au contraire les grandes tendances de fond et surtout les invariants, ce qui ne bouge pas d'année en année. Et pour Marine Le Pen, par exemple, j'avais comparé avec son père ce qui ne bougeait pas et qui se repérait au fil des textes de 1985 jusqu'à 2012 ou même jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelles sont les principales conclusions de votre enquête scientifique sur, j'allais dire, la campagne présidentielle qui intéresse aujourd'hui les Français et les autres, celle de 2017? Oui, alors moi, mon objectif, c'était de voir est-ce qu'on peut répondre à la question est-ce qu'ils sont tous pareils? Voilà. Est-ce qu'ils disent tous la même chose finalement? Est-ce que c'est que du vent, que des paroles? Ou est-ce qu'ils ont des convictions? Ils sont formatés, qu'ils ont des communicants. Ils ont des communicants, des coachs, on leur pose toujours les mêmes questions. Et on a un peu l'impression que finalement c'est la même parole que de droite ou de gauche. Et bien finalement la réponse c'est que non, ils ne disent pas tous la même chose en termes de contenu. Mais c'est vrai que la langue utilisée est très standardisée, très uniformisée. Donc c'est une langue extrêmement abstraite, très généraliste, très technocrate, très économiste aussi. Même Marine Le Pen, qui pourtant a un discours plus fondé sur les valeurs, la politique, adopte ce vocabulaire très économique avec des taux d'intérêt, des réductions de la dette, etc. Et aussi, c'est un vocabulaire assez désincarné et qui utilise des grands mots concepts, la liberté, la solidarité, des choses comme ça, la souveraineté, pour leur donner un sens très différent selon qu'on s'appelle François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Et donc même si ça sonne à l'oreille de la même manière, parce que tout le monde utilise liberté, égalité, fraternité par exemple, et des grandes phrases toutes faites, quand on décortique qu'est-ce que ça veut dire en contexte, il y a des différences de contenu vraiment fortes. Alors, on va y venir d'abord sur la forme, mais aussi sur le fond. Vous dites que Jean-Luc Mélenchon est un petit peu un cas particulier. C'est un cas particulier, oui. C'est le seul qui a un style. Vraiment, il a un style, comme on dit d'un écrivain, qu'il a un style particulier. Il a un vocabulaire extrêmement riche. Et ça, on peut le calculer mathématiquement en repérant sur un grand corpus combien est-ce qu'il y a de mots uniques qui ne sont jamais répétés. Et à l'inverse, un corpus pas très riche lexicalement, il utilise toujours le même mot. Et donc Jean-Luc Mélenchon se distingue par un vocabulaire extrêmement riche, beaucoup plus concret. Par exemple, il va comparer l'augmentation du SMIC au prix d'un carambar. Donc des petites images très concrètes qui parlent tout de suite. Et l'autre chose, c'est qu'il a à la fois un vocabulaire très concret, très quotidien, et un vocabulaire très littéraire et même très scientifique lorsqu'il parle notamment de l'écologie, où il va très vite dans le détail technique, des problèmes phytosanitaires, etc. Donc il a une gamme de registres très très large qui s'adapte au sujet, alors que les autres politiques ont un vocabulaire très abstrait. Ils utilisent les mêmes mots pour parler de tout, en fait. Marine Le Pen, à l'autre extrême, on l'a déjà abordé, vous l'avez étudié, j'allais dire, peut-être plus en profondeur que tous les autres hommes politiques, en raison du livre que vous avez écrit. Qu'est-ce qui vous frappe sur Marine Le Pen, peut-être par rapport à son père? Alors, par rapport à son père, Marine Le Pen contrôle
de façon presque grandiose sa communication, au sens où elle ne se permet jamais un mot tabou, un mot interdit. Parce qu'elle est surveillée aussi. Elle est extrêmement... Jean-Marie Le Pen aussi était surveillé. Mais lui, il avait une stratégie, au contraire, de rentrer dans le chou et de transgresser pour faire polémique et faire parler de lui. Et elle n'a pas besoin de faire parler d'elle, parce que c'est vrai, l'attention se focalise sur le Front National. Mais du coup, elle contrôle tout son vocabulaire pour faire passer son message, qui est le même que celui de son père, c'est-à-dire promouvoir une France... centrée sur des valeurs culturelles franco-françaises, une identité chrétienne, etc., mais avec un langage lissé, édulcoré, même euphémisé, qui va, par exemple, parler de priorité nationale plutôt que de préférence nationale, voilà, ou même de patriotisme économique plutôt que de fermeture des frontières. Donc, elle a une manière de reformuler les choses avec des expressions qui sont soit des euphémismes, soit des choses qui sonnent bien à l'oreille, alors que concrètement, c'est quand même le même programme qu'en 2007 ou en 2002. Donc, sa stratégie dite de dédiabolisation marche. Elle est efficace d'un point de vue rhétorique. Il n'y a qu'à voir aussi ses résultats électoraux, de toute façon. Les limites de cette stratégie, c'est que, à force d'euphémiser, il faut quand même qu'elle rappelle à ses militants, à ses sympathisants que ce qu'elle veut incarner, donc la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'Union européenne. Et donc, elle est constamment obligée de rappeler un peu les fondamentaux et donc de risquer d'offusquer une autre partie de l'électorat. Et l'autre risque pour elle, c'est, à force de vouloir édulcorer son discours, elle aussi de passer comme tous les mêmes. Alors, le nouveau venu, vous avez peut-être moins de matière par définition, et on le lui reproche suffisamment, c'est Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs une formation littéraire, voire philosophique, on a vu ses discours parfois enflammés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque dans sa rhétorique, dans certains mots qu'il utilise ? Oui, alors du point de vue du vocabulaire, il a des mots que personne d'autre n'utilise et qui sont très surprenants dans le champ politique. Par exemple, la bienveillance. Il parle d'une nation bienveillante. Également, il a dit la semaine dernière, pour s'excuser de ses propos qui avaient blessé sur la colonisation... Crime contre l'humanité, a-t-il dit en Voilà, Algérie. exactement. Donc il a dit à Carpentras, je crois, « Je vous ai compris », donc citation du général de Gaulle, et puis « Et je vous aime ». Je vous aime adressé aux Françaises, je crois que c'est totalement inédit. Et donc il ressort un vocabulaire affectif, même émotionnel, pour créer une sorte de communauté compassionnelle avec son public et avec les électeurs. C'est cette idée de l'écoute. Tous les autres hommes politiques disent ce qu'ils ont à dire, font des propositions, alors que lui, il essaie d'instaurer un dialogue, une communication. Et je pense qu'il tire les leçons des échecs de communication de François Hollande, qui a été incapable et d'écouter et d'être entendu pendant son quinquennat. Donc il y a ce côté communication compassionnelle, émotionnelle, avec aussi les grands élans lyriques qu'on a vus dans ses discours, jusqu'à être presque en transe à la fin d'un discours. Il parle de transcendance, de mysticisme, côté christique. Tout à fait. Donc il y a ce côté incarnation, mais vraiment corporel, presque somatisation du politique dans le corps du candidat. Et du coup, la deuxième chose, c'est vraiment que c'est la performance orale qui compte énormément chez lui. Il a fait des cours de théâtre lorsqu'il était jeune, il adore le théâtre et ça se voit. Et là, pour le coup, il a une forme très moderne de présentation de soi, au milieu de la foule, dans une gestuelle vraiment d'empathie, d'ouverture. Et là encore, c'est vrai, on peut lui reprocher ou souligner l'avantage. Il ne parle pas tellement du fond, du contenu, mais il est dans l'empathie avec le public et aussi la création, une sorte d'enthousiasme mystique, presque une sorte de télé-évangélisme où ce qui compte, c'est le sentiment présent d'être ensemble dans une aventure plutôt que quel est le contenu de cette aventure. Alors, évidemment, il y a un phénomène, il suffit de traverser l'Atlantique, vous enseignez là-bas, donc vous l'avez vu sans doute de près, c'est Donald Trump, une espèce d'ovni dans le monde politique, mais aussi dans le monde de la communication, que ce soit ses discours, ses tweets à répétition. Quel regard portez-vous sur ça ? Alors, c'est effectivement un phénomène totalement inédit. Ce qui me frappe chez Donald Trump, c'est que il a le vocabulaire d'un enfant de 7 ans, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études de linguistes, et une construction grammaticale à la fois de ses tweets, mais même de ses discours, également extrêmement simpliste, et ça marche. Donc son vocabulaire se réduit à bad, awful, great, fantastic.
Et pourtant, ça suffit à communiquer. Et je pense que là, il y a une sorte d'effet de... Qu'est-ce que ça dit du personnage? Ça dit qu'il ne fait pas partie des élites intellectuelles qui sont très stigmatisées aux États-Unis. Et donc, ça projette cette image de quelqu'un qui est simple, qui parle comme tout le monde, qui est compréhensible, qui ne se prend pas la tête, entre guillemets. Et peut-être qu'il est plus dans un rapport direct au réel. En tout cas, c'est l'image que ça projette. Après, le contenu, du coup, politique de son programme n'est pas vraiment ce qui a été mis en avant. C'était plutôt des espèces d'affirmations polémiques à répétition. Et il a joué en fait de la communication comme un spectacle. C'est-à-dire que d'ailleurs il a dit merci toutes les télévisions, vous avez fait ma campagne, parce que dès qu'il sort un tweet un petit peu polémique, c'est dans toutes les news. Donc il n'a pas payé une seule publicité sur les télévisions, parce que la publicité avait été faite pour lui par les télévisions. Il continue à le faire en tant que président. Et c'est ça qui est étonnant. C'est qu'il n'y a pas de filtre, on sent qu'il n'y a pas de communicant, il n'y a pas quelqu'un qui relie. Non. C'est direct. C'est direct, la communication directe. Mais ça, c'est le populisme aussi. C'est le rapport direct du leader au peuple et cette idée qu'on est le peuple, qu'on le représente et qu'on parle comme lui. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Là, c'est la théorie du populisme qui revient en avant, c'est-à-dire que Donald Trump incarne le leader populiste qui s'adresse directement à la nation, qui met de côté tous les intermédiaires, que ce soit les médias, mais aussi les syndicats, les lobbies, etc., pour prendre des décisions en apparence seul. Merci beaucoup Cécile Alduy. Ceux qui le disent vraiment, les politiques pris au mot, c'est chez Seuil. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.